Bienvenue sur Job à bord, le podcast maritime. Reportages et interviews avec ses invités, Richard Fernandez vous partagera leurs histoires, expériences, leurs anecdotes et parcours professionnels afin de vous donner toutes les pistes pour plonger dans ce monde méconnu et ne pas naviguer en eau trouble. Alors, si vous avez le mal de terre, rejoignons tout de suite notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Job à bord pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Lucie avec laquelle on va embarquer pour une aventure pleine de détermination et de passion. Alors Lucie, elle s'est lancée dans une mission cruciale, nettoyer les eaux de la Méditerranée, rien que ça. Seule à bord dans sa quête de dépollution du côté de la Corse, rejoignant tout de suite une femme passionnée et passionnante. Lucie, bonjour. Bonjour Richard. Alors Lucie, comment es-tu rentrée dans ce milieu maritime ? Alors, je suis rentrée un peu par hasard dans le milieu maritime. Je suis partie aux Açores pour des vacances et j'avais toujours voulu faire une transatlantique en bateau-stop. Je me suis restée bloquée aux Açores, il y avait plus d'avion. J'étais un peu au pied du mur et j'ai décidé de faire du bateau-stop pour rentrer en France. Et donc, ça a été la première expérience maritime longue, dans le sens où c'était plusieurs jours en mer. Et après ça, j'ai décidé de faire des études dans un lycée maritime afin de devenir matelot. Et ça a duré combien de temps tes études ? Alors c'était assez rapide et à vrai dire c'était après le Covid, donc ça a été encore plus réduit. C'était entre 3 et 4 mois. Oui, 3-4 mois. Et donc t'étais en théorie, t'as fait de la pratique également ? Alors c'était mixé, il y avait de la théorie, de la pratique, de la sûreté et de la sécurité bien sûr. Donc ça a été des bases théoriques, il y avait aussi un peu de législation et après il y avait des manœuvres avec un bateau école. Donc tu étais au pont, hein, c'est ça, au service pont. Exactement, pour devenir matelot. Pour devenir matelot. Formation, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ? Alors déjà, il y avait beaucoup d'informations à prendre qui étaient nouvelles pour moi, un nouveau domaine, un nouveau milieu. Donc ça donnait déjà un aperçu de savoir si ça me plaisait ou pas, parce que entre faire du bateau stop et ensuite être à l'école et apprendre le travail réellement que cela peut apporter ou la configuration des choses en mer, la vision est différente. Donc ça m'a déjà amené une vision globale du métier que je pouvais faire avec cette formation-là. Une mouette m'a dit que tu as également étudié la géologie. Oui, j'ai étudié la géologie en Nouvelle-Calédonie, dans le secteur minier. Alors c'était les études que j'avais commencées juste après le lycée. Et c'est vrai que on est assez mal orienté quand on sort du lycée, donc j'avais fait de la géologie, non pas que ça ne me plaise pas, mais par la suite, je me suis rendu compte que je préférais peut-être un autre milieu. Et le milieu maritime est venu à moi, donc ça m'a comblée et j'en suis heureuse. Tu as touché un peu de mécanique ? Alors par la suite, j'ai touché à la mécanique bateau. J'ai fait une première expérience de pêche aux Açores. Après l'école maritime, je suis repartie aux Açores pour ma première embarcation. Et du coup, c'est un bateau de pêche. Et on est tombé en panne en plein milieu de l'océan Atlantique, parce que les Açores, c'est au milieu de l'océan Atlantique. Et du coup, je me suis rendu compte que déjà, je servais à rien et que je n'y connaissais rien et que c'était primordial d'avoir un minimum de connaissances en mécanique bateau lorsqu'il y a une avarie ou un problème en mer. Et ça m'a amené à m'intéresser à la mécanique bateau. C'était quel style de pêche ? Alors, c'était de la pêche au thon traditionnelle. C'était avec des cannes. C'est un label Safe Dauphine. C'est-à-dire, on sélectionne les poissons un par un, donc il n'y a pas de dauphin dans les filets. Et c'est un label qui est reconnu notamment par le Japon et les États-Unis. Donc c'était très intéressant parce que c'est de la pêche qui est souvent malheureusement critiquée, mais dans ce cas-là qui était sélective et à hauteur d'homme parce qu'il y avait 2 personnes qui pêchaient un poisson. Donc au final, c'est pas une pêche qui était abusive et ça m'a montré une très très belle image de la pêche et du secteur maritime. Parce que c'est un milieu très dur quand même, hein, physiquement. Je pense que la pêche, c'est le métier le plus dur que j'ai jamais fait dans ma vie. Pourtant, j'ai été serveuse entre-temps, entre mes études et l'école maritime, pour devenir matelot. Et c'est vrai que déjà serveuse, barman, travailler la nuit, le week-end, avec des coupures, c'est très compliqué. Mais le milieu de la pêche, c'est encore un autre niveau et c'est très dur, très rude et il faut avoir les nerfs assez solides. Alors, Lucie, aujourd'hui, on est là précisément. Tu es là pour nous parler d'une mission à laquelle tu as participé en Méditerranée.
Exactement, une mission de dépollution qui a été financée par la collectivité de Corse. Le marché a été pris par deux associations, donc il y avait Mare Corsica et Ecopol. La Corse a été divisée en deux secteurs afin de pouvoir faire tout le littoral. Et du coup, j'ai été amenée à répertorier, récolter et trier les déchets ramenés sur Terre. Il s'agissait de plastique, hydrocarbures? Alors, la majorité des déchets, c'était des déchets plastiques échoués dans des criques inaccessibles. Alors, il y avait plusieurs types de plastique. Donc déjà, j'ai appris ça parce que avant, je n'étais pas forcément au courant des différentes catégories de plastique qu'on pouvait retrouver ni sur Terre ni en mer, ce qui est au final la même chose. Et donc, je dirais majoritairement du plastique. Après, on retrouve de tout. Il y a des roues de voitures, de tracteurs. Il y a des choses non identifiées. Il y a des objets qui sont marqués dans toutes les langues. Ça peut être du français à l'italien, au chinois. Ça peut être, au final, on se rend compte que ça peut être jeté d'un ferry comme d'un bateau de touristes. Peu importe, tout revient dans la mer qui aujourd'hui est un peu une grande poubelle, quoi, malheureusement. Tu as dû en voir des vertes et des pas mûres. Alors, tu étais sur quel type de bateau? Alors, c'était un petit bateau à peu près de 7 mètres qui a été conçu spécialement pour la dépollution. Conçu spécialement par la dépollution, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y avait 3 filtres. Il y avait un macrofiltre, un microfiltre et un filtre hydrocarbures dans le sens où les hydrocarbures étaient stockés en dessous du cockpit et du coup avec des buvards qu'on utilise également en mécanique dans les salles de machines, l'hydrocarbure était absorbé. À l'avant du bateau, il y avait 2 portes qui pouvaient s'ouvrir et par la fermeture de l'hélice du moteur, cela crée une aspiration qui permettait de faire un peu un aspirateur de surface du domaine marin. Et ça se passait comment? Vous longiez les côtes? Alors, cet aspirateur-là, quand on transforme le bateau un peu en aspirateur marin, c'est sur des zones où il y aura beaucoup de particules de plastique macro ou micro. Et ensuite, la plupart du temps dans ma mission, je mouillais le bateau et je partais avec un canoë pour ramasser la totalité des déchets qui étaient présents sur les points GPS inscrits sur la carte. Et donc, ça se résumait pas forcément qu'à ça parce que lors d'une mission, en partant par exemple sur le littoral corse, je suis arrivée dans un port parce que forcément à un moment donné, il faut décharger les déchets récoltés. Et lors de la nuit, un bateau a explosé, mais moi je n'étais pas forcément au courant. Et le bateau était donc parfait pour faire cette récolte d'hydrocarbures, c'est-à-dire qu'on amarre le bateau au quai du port, on active l'aspirateur, on met des boudins spéciaux hydrocarbures qui sont fournis dans normalement la totalité des ports, en tout cas en France, et on sécurise la zone polluée et on aspire tous les hydrocarbures et objets pollués flottants en bois, en plastique, qui sont à la surface de l'eau. C'était limité au niveau des déchets qui plongeaient, mais à vrai dire, je pense qu'il y a 90% des déchets qui ont été récoltés. Au bonheur du port qui a pu être nettoyé, parce que c'est vrai que ça pouvait aussi impacter tous les autres bateaux des touristes, des autres pêcheurs, de toutes les personnes qui ont leur bateau au port. C'était un peu gênant parce que les hydrocarbures, ça peut ronger les matières des coques en la constitution du bateau. Donc, je suis tombée un peu à pic, mais c'est vrai que voilà, c'était assez divers entre pleine mer, au port, dans des criques. La pollution est partout, donc c'était aussi beaucoup d'adaptation cette mission. Et comment vous décidiez les zones à prospecter? C'est-à-dire aujourd'hui, on va faire telle zone. Alors comme je disais, moi mon secteur c'était le Cap Corse, donc j'avais des points qui ont été fixés sur la carte, potentiellement avec beaucoup de plastique emmagasiné, on va dire, suivant les courants et suivant le vent et suivant plein de paramètres qui ont été calculés par des plus compétentes que moi dans le domaine, comme des ingénieurs ou des scientifiques. Et donc ces zones avaient beaucoup de plastique en effet, et donc après, mon rôle, c'était dès le matin, regarder la météo, regarder la carte et voir de quel côté du cap je pouvais être la plus abritée afin d'y aller et de pouvoir procéder à la récolte. Donc tu étais seule à bord. Oui, en effet, j'étais toute seule à bord. Incroyable. Donc,
C'est comme différent d'être seul à bord quand on a des responsabilités. Demande une certaine rigueur, ça demande une certaine discipline, je dirais, déjà pour être efficace et pour assurer ses arrières, parce qu'on se rend vite compte que quand on est seul et que la mer, c'est pas forcément l'élément de l'homme ou de la femme, et du coup, les situations peuvent très vite dégénérer si on prend ça trop à la légère. Tu nous parlais du début de ta matinée, tu regardes la carte. Alors justement, décris-nous un petit peu une journée type le matin. Tu prends ton petit-déj et là, paf, tu déplies la carte et tu regardes où tu vas. Alors c'est ça. Déjà, je regarde la météo. S'il y a trop de vent, je sors pas parce que comme c'était nouveau pour moi d'être toute seule sur un bateau, et même si ça n'avait pas été nouveau, je pense que c'est très important d'être vigilant envers la météo, car c'est un élément qui est très important quand on est en mer. Donc surtout déjà premièrement de pas prendre de risques, de sortir alors que c'est pas préconisé, et ensuite faire le check normal d'un bateau, s'il y a de l'essence, voir si tout fonctionne, prendre de la nourriture et de l'eau à bord, bien préparer l'endroit, la zone où on va aller, si on a assez d'essence également, parce que avoir de l'essence c'est bien, mais est-ce qu'on a assez d'essence pour revenir, l'état du matériel, voir si on a assez de poches ou de place sur le bateau pour stocker les déchets qu'on peut ramasser, avoir des boots, parce que des fois ça m'est arrivé de ramasser des roues de tracteur, donc du canoë gonflable que j'ai récupéré la roue de tracteur jusqu'au bateau. Quand on est tout seul, forcément c'est un peu plus délicat, donc avoir un minimum de matériel pour pouvoir assurer la totalité de la mission seul. Donc c'est une globalité de choses qu'au début on programme pas forcément très très bien, mais avec le temps et les erreurs, on programme mieux, je dirais. J'imagine que tu as des anecdotes à raconter sur cette période-là, non? En effet, une fois, donc je suis partie en mer. La météo était assez bonne. En revanche, c'était un jour d'éclipse solaire, pas total, mais un jour d'éclipse. Et en partant vers le nord du Cap, il y a un objet flottant non identifié. Je m'approche, je vois que c'est un pédalo qui est à la renverse, donc la partie qui normalement est immergée est émergée. Et du coup, je m'attaque à vouloir sortir de l'eau ce pédalo, et c'était impossible, très dur, et c'était dans une zone protégée. Donc je transpire, je commence à avoir peur un peu parce que la mer, je me suis rendu compte qu'elle avait changé de mouvement avec l'éclipse et que elle devenait un peu plus forte. Et au loin, je vois un bateau venir à toute vitesse, un Zodiac. Et la veille, j'avais sympathisé avec les personnes qui gèrent la zone pour le littoral et l'environnement Corse. Et donc je pensais que c'était eux, je leur fais coucou, et en fait pas du tout, c'était les affaires maritimes donc qui venaient pour m'arrêter parce que le bateau est métallique, quoi, de couleur métallique, et du coup ils pensaient que c'était un pêcheur qui pêchait dans la zone protégée. Et vite, ils se sont rendus compte qu'en fait, j'étais toute seule, je partais un peu à la dérive avec mes boots, le pédalo qui était pas du tout encore sur le bateau. Et en venant près de moi, je me suis rendu compte que sur le bateau, c'était une dame qui avait fait ses études de matelot lorsque moi, je faisais mes études de mécanique bateau. Donc, on s'est dit bonjour en pleine mer, et déjà, je trouve que c'est beau parce que ça montre la solidarité entre marins. Et au final, donc, ils étaient deux sur ce Zodiac, ils sont venus, ils m'ont aidé. Et à trois, on n'y est pas arrivé. Et donc, finalement, c'est les affaires maritimes qui ont ramené le pédalo de la zone de protection marine jusqu'à la terre, parce que moi, je n'étais pas assez compétente pour ça toute seule sur mon petit bateau. Donc, ça prouve que tout le monde est engagé pour certaines mêmes causes, je dirais, en mer, et que la solidarité, elle est grande. Et donc, je trouve que c'est un milieu qui est très beau vis-à-vis de ça. Eh ben, c'est une sacrée anecdote, mais enfin, j'imagine que ça fait partie des moments les plus difficiles pour toi à ce moment-là, dans le métier. Ou ça fait Je partie sais pas. ça fait partie du métier, en fait. Voilà, ça fait partie du métier. Je pense pas qu'il y ait de situations plus difficiles que d'autres. Après, ça dépend du tempérament. Il y a des personnes où la partie la plus difficile, ce serait, par exemple, d'être sur un ferry avec beaucoup de personnes. D'autres, ce serait d'être tout seul sur un bateau. D'autres, ce serait d'avoir le mal de mer alors qu'ils l'ont jamais eu et un jour ça se déclare. C'est très vague, la mer, en fait. On peut pas forcément dire qu'est-ce qui est le plus difficile.
parce que chacun est différent et chacun va réagir différent aux différentes expériences qu'on peut rencontrer en mer. Oui, et puis c'est tellement imprévisible, il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre, c'est C'est sûr. ça. Il faut jamais être sûr de soi. Qui peut postuler à ce genre de mission? Quel type de certification ou de formation est-ce qu'il faut pour pouvoir contacter la mission et proposer ses services? Alors, moi, j'avais donc mon matelot, première formation maritime. Ensuite, j'avais fait mon 250 kilowatts, qui est un petit diplôme de mécanique, on va dire un avant-goût de la mécanique bateau. Et avec ces 2 diplômes, on peut ajouter le CRR, qui est un diplôme civil de radio. Et avec ces 3, du coup, diplômes, les 2 qui font partie de la marine marchande, donc matelot et mécanicien de 150 kilowatts, plus le diplôme civil de radio, on peut demander au BACPN, qui est un brevet d'aptitude à la conduite des petits navires, qui permet du coup d'être capitaine de navires de moins de 12 mètres avec des distances très restreintes du littoral et permettent du coup d'être capitaine sans forcément passer le capitaine de sang et déjà avoir un avant-goût de ce qui est d'être capitaine sur un bateau et quelquefois du coup d'être tout seul. Très bien. Tu peux rappeler les 2 missions, le nom des missions auxquelles tu as participé? Alors, c'est une même mission et il y avait 2 institutions qui se sont fait la Corse. Il y avait Mare Corsica qui faisait les 2 tiers sud et Ecopole pour laquelle je travaillais qui faisait le tiers nord. Et donc, ce sont des personnes qui se connaissaient et qui savaient qu'ils ne pouvaient pas faire la Corse tout seuls, donc ils se sont partagés la Corse en 2 parce qu'ils préféraient être plusieurs groupes, on va dire, plusieurs associations plutôt que d'être tout seul et mal faire le travail, ils préfèrent être en équipe et avoir une pertinence de travail plus élevée. Alors, quel conseil, Lucie, donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans ce secteur maritime? Je pense déjà qu'il faut se lancer. Dans tous les cas, 3 mois d'école, c'est pas grand-chose. Même si au final ça plaît pas aux personnes, je pense que c'est mieux de faire ces 3 mois d'école et de faire une expérience dans le maritime et de vivre les choses vraiment réellement, plutôt que de s'arrêter sur des idées conçues ou des pourparlers des gens. 3 mois, c'est rien, c'est une formation qui est super enrichissante. Il y a les premiers secours, des domaines qui dépassent la mer, en fait, qui sont présents aussi dans la vie de tous les jours sur Terre. Et donc, c'est pas des connaissances qui sont perdues, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment quelque chose qui amènera toujours de la valeur à la vie qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc, déjà de se lancer, de pas avoir peur, de faire une expérience avant de parler ou avant d'avoir des préjugés. Et le monde de la mer est tellement vaste, il y a tellement de styles de bateaux, il y a tellement d'expériences qui peuvent être faites, de ne pas s'arrêter à la première expérience si elle n'a pas plu et au moins d'essayer un autre type de bateau après. D'accord. Est-ce que je peux te demander tes projets futurs? Alors en ce moment, ils sont un peu flous. J'aime beaucoup les missions en mer diverses et variées. La pollution marine m'a beaucoup émue. En tout cas, ce que j'en ai vu, ça m'a beaucoup blessée et je pense que le gouvernement français, en tout cas dans les pays européens, fait beaucoup d'efforts et essaye vraiment de protéger le littoral, que ce soit de la surpêche, que ce soit de la pollution maritime. On voit de plus en plus, par exemple, à Marseille, des drones qui sont utilisés pour essayer de refuser les bateaux étrangers qui polluent ou qui dégazent dans le port. Et je pense que cet attrait que le gouvernement français a pour essayer de protéger son territoire, j'aime bien et je me dis pourquoi pas voir les choses en plus grand et peut-être travailler pour la nation. Et peut-être à l'international? Et peut-être à l'international, qui sait. Tu t'es renseigné s'il y avait s'il y avait d'autres missions comme ça à l'international qui pourraient être intéressées par tes services? Alors en effet, il y en a. Je sais qu'il y a Plastic Odyssey qui en ce moment est à Tahiti et qui bouge pas mal en Afrique et outre-Atlantique. Dans tous les cas, la mer, c'est la seule chose qui entoure notre Terre. Les continents, des fois, sont divisés, sont séparés, mais ce qui relie tous les continents, c'est la mer. Donc forcément, il y a des bateaux qui font de la dépollution tout autour de la Terre, et c'est sûr que à l'international, ça me plairait beaucoup. Et c'est ça qui est bien dans le milieu maritime, c'est que il n'y a pas de limite, parce qu'il n'y a pas de frontières et l'eau, elle fait le tour de la Terre.
Du coup, en effet, l'international peut-être un jour, mais chaque chose en son temps. Très bien, Lucie. Lucie, ce podcast va se terminer. Je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage et je te souhaite bon vent. Ben merci. Au revoir, Lucie. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Un grand merci à Lucie d'être venue nous partager cette superbe expérience. En espérant également que cet épisode vous a plu. Si vous aussi vous voulez embarquer sur Job à bord pour une nouvelle aventure, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis donc à bientôt et bon vent à toutes et à tous.